Bonjour et bienvenue à la Maison dans les Bois pour cette nouvelle vidéo. Ici, on prend soin du bois et de ceux qui l'aiment. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'être interrogé par une étudiante en design d'objets qui s'appelle Charlène Dubès. Et Charlène nourrit une passion, comme vous peut-être, pour le bois brûlé japonais Yakisugi. Et comme justement je prépare un ouvrage sur le sujet, elle a décidé de me poser quelques questions pour son mémoire de fin d'études. Donc, dans cette vidéo, on va discuter de plusieurs thèmes très importants. On va bien détailler les choses sur le yakisugi en architecture, le yakisugi décoratif, mais également les produits de finition et aussi, et vous verrez que c'est pas la moindre des choses à prendre en considération, les différences culturelles entre le Japon et l'Occident. Et je vous demande vraiment de rester jusqu'au bout de cette vidéo, car à la fin, j'ai une déclaration à vous faire. Alors, si vous êtes prêts, on commence dans un instant, juste après ça. Bonjour, enchantée, Charlène. Je me présente, Charlène Dubès, je suis étudiante en design d'objets, petites séries et matériaux sur Angoulême et je travaille sur un mémoire de recherche sur la technique du yakisugi. Ok, super, c'est un sujet passionnant. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis passionné du yakisugi, c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui, je crois, hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc j'ai des questions à vous poser et puis on va échanger sur cette technique. Super. Alors, je me présente en quelques mots. Donc, je suis Guillaume de Soleco et j'ai une mission et une entreprise. Alors, ma mission, c'est de planter 1 million d'arbres en 5 ans, à la fois en France, mais aussi partout dans le monde, et d'aider les gens à prendre conscience de l'importance de planter des arbres pour stocker du carbone, mais aussi pour plein d'autres bénéfices, notamment réduire les îlots de chaleur en ville, augmenter le bonheur avec au contact des arbres, réduire le stress. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages à ça. Et sinon, j'aide les gens avec mon entreprise Soleco à passer des produits chimiques pour la protection du bois, bien sûr, à des solutions à la fois naturelles, écologiques et puis durables et efficaces, parce que c'est avant tout ça qu'on cherche, c'est de l'efficacité. Donc j'ai plusieurs solutions à proposer que je popularise via donc Soleco, la chaîne YouTube et le blog. Voilà une courte présentation. Ah si, je peux rajouter que je suis évidemment au départ ébéniste et verrier. Et donc j'ai été formé à la fois chez les Compagnons du Devoir et à des techniques du verre qui sont la pâte de verre et la taille, la gravure. Et donc avec mon épouse, pendant près de 20 ans, nous avons fabriqué du mobilier, de l'agencement et des sculptures pour le monde entier quasiment, puisqu'on a vendu jusqu'en Chine et dans pas mal de pays en Europe et en Asie. Très Voilà bien. Charlène pour cette introduction. Je peux vous poser quelques questions. Peut-être en quoi ça a bousculé votre vision de l'habitat et des objets de demain, cette technique? Alors, donc la technique du yakisugi, en quoi elle a bouleversé? Alors, je ne sais pas si elle a bouleversé réellement en une fois comme ça. Je pense qu'elle s'est immiscée petit à petit dans ma pratique et dans le changement de conscience écologique que j'avais par rapport à mon travail d'ébéniste et de sculpteur sur bois. Euh, Elle est intervenue à un moment critique où je cherchais des solutions pour déjà faire prendre soin de ma santé hein, en tant que travailleur du bois. On est déjà exposé aux poussières, aux solvants, à l'époque, hein, beaucoup de solvants, moins maintenant, et puis donc à tout un tas de produits chimiques, à la fois par inhalation, mais aussi par contact. Donc, je cherchais à me protéger de tout ça et puis avoir une pratique qui soit aussi plus saine pour mes clients parce que amener un meuble qui est frais verni chez un client, ça relargue énormément de produits toxiques, hein. Quand je dis produits vernis, c'était des polyuréthanes double en 2 ou 3 couches qui étaient extrêmement solventés. Donc voilà, le yakisugi est arrivé à ce moment crucial où je cherchais à passer justement moi-même des solutions traditionnelles qui m'avaient été enseignées chez les compagnons notamment à des produits beaucoup plus respectueux à la fois de la personne et de l'environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui chez Soleco, je dis je prends soin du bois et de ceux qui l'aiment. Voilà, parce qu'il y a à la fois la dimension protéger le bois, mais aussi protéger Oui. ceux qui utilisent les produits, ça me paraît vraiment important. Donc ça s'est fait petit à petit, je dirais. Et l'intérêt, c'est à augmenter au fur et à mesure que je me suis passionné pour cette technique. Ok. Est-ce que cette technique, elle provient du Japon? On la voit de plus en plus arriver en Europe. Est-ce que, pour quelle raison est-ce que ça arrive seulement maintenant en Europe alors que ça existe depuis des siècles au Japon?
Vous savez, l'histoire, Charlène, c'est toujours des cycles, hein. Donc, on Mm. réinvente perpétuellement des choses en trouvant que c'est innovant. Ouais, Et bien souvent, ça fait appel à des choses très, très anciennes. Alors, oui, effectivement, la popularité aujourd'hui du yakisugi, de cette technique japonaise traditionnelle, elle vient à la fois de l'engouement général pour la culture du Japon, qui vient aussi avec les mangas, etc. Donc, ça se niche dans une tendance qui est beaucoup plus large. Mais finalement, quand on réfléchit de manière historique, ouais, brûler du bois, pour quelque raison que ce soit, ça revient à très très loin, ça fait appel à des centaines, voire des milliers, voire des millions d'années chez l'humain, enfin pour peu qu'on soit vraiment humain depuis plus de millions d'années. L'idée, c'est que d'abord, on s'est dit, dans l'histoire de l'humanité, on a d'abord brûlé du bois pour se protéger et aussi pour chasser. On a d'abord brûlé des pointes de flèche pour durcir le bois. Donc on s'est rendu compte déjà que en le brûlant un petit peu, on pouvait durcir le bois. En brûlant tout simplement la partie amidon, la partie sucre de la structure du bois, on durcissait le fil du bois, la lignine, ce qui reste après le brûlage partiel. Donc ça, c'était le premier usage. Et ça vient pas du Japon, ça a été tous les premiers peuplements humains ont utilisé cette technique-là. Donc c'est la magie du feu, la fascination de l'homme pour le feu. Je pense qu'elle est au cœur à la fois de cette pratique et de l'engouement aujourd'hui, en plus de ce côté mode avec le Japon. Donc aujourd'hui, effectivement, ça vient en Europe depuis une quinzaine d'années. Mais c'est arrivé principalement par les États-Unis, puisque c'est parti du Japon vers les États-Unis et maintenant vers l'Europe. Je pense qu'on est arrivé en dernier dans la boucle. Si on regarde un ouais. globe, ça part du Japon, ça a été en Russie aussi et aux Mhm. États-Unis, et ensuite ça arrive chez nous. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu cette technique? Est-ce qu'elle est écologique pour vous? Est-ce qu'elle possède également des inconvénients peut-être, selon votre point de vue? Bien sûr. Alors, la technique, c'est brûler du bois. Yakisugi Ita, le nom de la technique, ça veut dire bois, enfin planche, Ita, de cèdre, yaki, et sugi, brûler, griller. Comme yakitori, par exemple. Donc, yaki, pardon, c'est grillé. Et sugi, c'est le nom de l'arbre qui était de l'essence qui est utilisé traditionnellement au Japon. Le sugi, c'est du cèdre du Japon. C'est un cryptoméria, en fait. C'est pas vraiment botaniquement un cèdre, mais c'est assez proche. C'est un bois qui est très léger, qui sent très très bon, donc une odeur proche du cèdre, et qui se brûle très bien, dont les Japonais ont un stock immense, puisqu'ils ont beaucoup de forêts de sugi. Donc, ils peuvent aller puiser dans ces forêts de sugi pour faire leur bardage de maison. Et tout simplement, voilà, utiliser un bois qui est abondant, qui est naturellement résistant, mais qui devient encore plus résistant par ce brûlage. Le brûlage au Japon, il se fait de manière traditionnelle avec trois planches assemblées en triangle et on met le feu d'un côté, on renverse pour que le feu puisse communiquer bien sur toute la hauteur. On crée une colonne en fait de flammes Ouais. dans le triangle. Donc, ça utilise très peu d'énergie et ça va assez vite. Ça demande par contre une maîtrise et pour ne pas trop brûler le bois. Et ça nécessite des planches sans profilage, donc sans rainure languette. C'est vraiment de la planche rectangulaire, basta. Est-ce que c'est écologique? Eh bien, c'est certainement plus écologique que de construire en briques, en béton, voilà, des matériaux qui nécessitent de l'extraction de minerais, que ce soit du sable, de la terre ou quelque chose, plus une énergie pour les cuire. Donc, on sait que le ciment consomme énormément d'énergie, la brique aussi, puisqu'il faut des fours qui sont souvent à gaz pour cuire les briques. Donc, à ce niveau-là, le bilan carbone d'une planche de yakisugi sur une maison à structure bois, ah oui, forcément, c'est écologique. Alors après, l'attaque aujourd'hui de certains en Europe, c'est de dire, ah oui, mais regardez, les entreprises aujourd'hui qui proposent du yakisugi sur le marché le font, et moi-même, j'ai fait ma maison comme ça avec du gaz. Ok, le gaz, c'est fossile. Donc, effectivement, on rejette de la vapeur d'eau, un petit peu d'autres produits. On rejette surtout de la fumée, de la partie grillée de la planche. Donc, effectivement, c'est pas sans impact. Par contre, toujours si on fait le bilan carbone
global d'une planche, d'un bardage en bois brûlé, euh, mettons que le bardage, on lui prolonge sa vie de peut-être 20, 30, 40 ans dans les meilleurs des cas, par exemple, ça dépend de l'essence qu'on utilise au départ. On peut avoir donc une durée de vie d'un bâtiment, mettons, on va dire de 70-80 ans avec le même revêtement. Ce revêtement, une fois qu'il commence à être endommagé, cette paroi extérieure en yakisugi, qu'est-ce qu'on fait? On peut le brûler ou on peut le broyer. Si on veut améliorer le bilan carbone, il faut le broyer et le rendre à la terre. Basta. Donc, du coup, le carbone qui était dans le bois, il n'est pas relargué par le brûlage, il est à nouveau stocké dans le sol. Donc, l'arbre a capté le Oui, carbone et ensuite on le rend à la terre. Donc là, le bilan est excellent par rapport à tout ce qu'on peut construire aujourd'hui. D'autant plus que la plupart des bardages aujourd'hui, même si on raisonne de bardage à bardage, un bardage non brûlé et un bardage brûlé, quelle que soit sa protection derrière, on parlera peut-être à un moment donné des protections du bois brûlé, s'il doit y en avoir. Mais en tout cas, un bardage classique, les gens vont mettre par exemple un bardage en Douglas sur leur maison et ils vont mettre généralement des lasures, donc des produits dérivés du pétrole qui sont dans des phases aqueuses, c'est-à-dire mélangés avec de l'eau. Ces produits-là, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans, 6 ans maximum? Ils pèlent, les pellicules tombent dans le sol. Donc là, clairement, on va aussi polluer le sol parce qu'il y a le bilan carbone, mais il y a aussi l'impact sur le lieu de construction du bâtiment. Donc, on a vu qu'on pouvait améliorer le bilan carbone final en compostant les vieilles planches de bardage et en les mettant au sol. Mais dans le cas d'un bardage qui a été traité avec de la lasure, on ne peut pas broyer et remettre dans le sol sans mettre également ces particules, ces molécules plastiques dans le sol. Donc, quelque part, moi, je suis quand même très convaincu du positif et du bilan positif du yakisugi par rapport à toute autre forme de protection du bois en extérieur. ok. Et à quelle autre protection ça peut se substituer à part les lacs? Donc, on vient de parler des lasures, et puis surtout, ben, ça peut remplacer des bardages en aluminium, en tôle laquée, etc., etc., des matériaux qui nécessitent, encore une fois, d'aller excaver la terre, sortir des minerais, les transformer à grands coups d'énergie. Donc, clairement, là, on a le bois versus pierre, résine, crépi, aluminium, acier, etc., etc. Tout un tas, tous les revêtements qu'on peut voir dans l'architecture. C'est Ouais. vraiment celui qui est le plus low-tech. Ça peut se présenter comme une solution durable face aussi à l'épuisement des ressources dont on doit faire face aujourd'hui, J'en suis notamment. persuadé. Et Notamment l'épuisement d'une ressource ouais, qu'on sous-estime, c'est la quantité de sable. Quand on voit aujourd'hui les difficultés, vous savez peut-être pas, mais en ce moment, certains pays achètent des atolls aux Maldives pour pomper le sable pour pouvoir faire du béton dans leur pays. ouais, Donc, on arrive à des extrêmes, c'est que même le sable vient à manquer. Et en France, en Bretagne, hein, notamment pas très loin de chez moi, il y a souvent des chantiers de pompage au large de Quiberon, etc. Les gens se mobilisent parce qu'ils savent que le sable qui est enlevé à quelques encablures de la côte modifie le trait de côte et accélère l'érosion du trait de côte. Donc voilà, et aujourd'hui, le sable, le béton, c'est vraiment compliqué. oui. Donc oui, le bois est une vraie alternative pour ça. Et donc, pour cette technique, on utilise traditionnellement le suji au Japon. Quelles peuvent être les alternatives à ce bois en France pour rester dans cette démarche de localité et de proximité aussi Alors aujourd'hui, en France, on utilise principalement du Douglas, mais on peut aussi également utiliser du mélèze. Alors la production de mélèze en France, elle est dans l'Est, dans les Vosges, le Jura. C'est un bois qui manque un petit peu, on manque de plantation de mélèze et certains peuplements de mélèze en plus sont attaqués par différents périls en ce moment. Donc c'est un petit peu compliqué alors que le mélèze, c'est vraiment un super bois pour le bois brûlé. Mais le Douglas fonctionne aussi très bien selon les tests qu'on a fait avec le centre technique du bâtiment, la filière bois. On a des résultats de durabilité qui sont corrects avec le Douglas.
Et là, le Douglas, pour l'instant, on n'a pas du tout de problème de ressources en France. On n'a pas besoin d'importer du Douglas pour fournir le Ok, marché français. Alors que le mélèze, aujourd'hui, la plupart du mélèze, alors on fait cette vidéo fin 2022, donc il y a eu quelques événements avec la Russie récemment, jusqu'à, on va dire, l'année dernière, 2021, la majeure partie du mélèze venait de Sibérie. On avait énormément de bois du Nord comme ça qui arrivait de Sibérie. Aujourd'hui, ces stocks ne sont plus disponibles. Donc, il faut trouver d'autres sources, typiquement du Douglas. On a fait également, la filière bois du Centre Val-de-Loire a fait aussi des tests ok, sur le chêne et du chêne qui était déclassé, c'est-à-dire du chêne qui peut contenir jusqu'à 20% d'aubier et savoir est-ce que justement cette durabilité était affectée ou pas par la présence d'aubier dans le cadre d'un bois brûlé type Yakisugi. Alors, on a ok. constaté que ça améliorait la résistance du bois, mais bon, on est quand même sur, vaut mieux utiliser du bois de cœur, hein, du duramen, sans aubier, parce que l'aubier quand même a tendance toujours à être plus attaqué par les insectes. Donc, même brûlé, il faudrait brûler l'entièreté de l'aubier pour Ouais. pouvoir arriver à protéger complètement le bois. Ok, donc cette technique fonctionne bien sur les conifères et les feuillus. Est-ce qu'on peut la Oui. pratiquer aussi sur des résineux ou ça fonctionne peut-être moins bien? Alors, les conifères sont des résineux, donc effectivement, ça fonctionne très bien. Ouais. Ok, très bien. Donc après, quelles peuvent être les autres finitions possibles? On a parlé de l'huile de lin, de l'huile de tung. Est-ce qu'on peut appliquer d'autres finitions pour protéger le bois? Et quel Alors, intérêt de venir mettre ces finitions après brûlage? Alors déjà, on peut essayer d'élargir un petit peu parce que quand on dit bois brûlé, on s'imagine la paroi complètement noire. Alors il y a Mm. différentes nuances de brûlage et on peut aussi intervenir dessus mécaniquement pour avoir des effets décoratifs Oui, différents. Donc on a en général trois grands types de finition. Le brûlé craquelé, le brûlé simplement noirci et le brûlé brossé. Voilà, ça, c'est les trois grandes finitions aujourd'hui qui sont proposées sur le marché. Après, il y a d'autres nuances, mais grosso modo, c'est ça. Chaque essence, feuillu, résineux, voilà, chêne, Douglas, Sugi, a son type d'écaille, son type de brûlage et il a une durabilité de son naturel, de son carbone. Voilà, selon la structure de l'arbre, la présence de silice ou de d'autres minéraux, on va avoir une durabilité différente et un motif d'écaille différent. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Du coup, en extérieur, hein, si on raisonne toujours sur un bardage, on va pouvoir, on a plusieurs options également. Soit à la japonaise, on ne met rien. On laisse le brûler s'effriter petit à petit avec l'érosion éolienne, hydraulique, mécanique. Et au fil du temps, cette couche de carbone va disparaître. Ça peut prendre plus ou moins longtemps suivant tous ces facteurs-là, justement, hein, vent, pluie et éventuellement frottement. Donc, derrière cette couche de carbone, le bois, lui aussi, il a été modifié. C'est-à-dire qu'il a quand même été thermiquement chauffé. Donc, il n'est pas brûlé, mais il est aussi thermiquement chauffé. Donc, le premier avantage du brûlage, on va peut-être les citer quand même, ça peut être intéressant de les citer maintenant, pour du bois d'extérieur, ça va être d'empêcher la prolifération d'insectes et de champignons. Alors, pourquoi ça enlève les insectes et les champignons? C'est très simple, il n'y a plus rien à manger. ouais, Voilà, tout à fait. personne ne se nourrit de carbone, pas de bactéries non plus. Donc, s'il n'y a plus rien à manger, ben, ça ne devient plus intéressant pour les champignons ou pour les insectes. Donc, ça, c'est le grand avantage. Et même les termites n'ont plus rien à faire sur ce bois-là. Ensuite, si on veut protéger et garder longtemps l'effet esthétique, puisque là, il ne s'agit plus de protection, mais il s'agit d'effet esthétique, on va intervenir sur la couche carbonée pour essayer de la faire durer plus longtemps. Et là, il y a aussi plusieurs possibilités avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, traditionnellement, non, en Europe et aux États-Unis, les industriels du bois brûlé mettent principalement des résines dessus. Des résines qui vont vraiment durcir la couche, sécher vite
et permettre de stocker les lames rapidement et de les envoyer sur le chantier. Elles sont propres, Ok. on peut les mettre en place rapidement et le chantier est terminé, c'est payé. Donc ça, c'est important pour un industriel. Et voilà. Donc il met une finition qui est souvent dure, catalysée. La deuxième possibilité, c'est de mettre une autre famille de produits qui sont les produits plastifiants souples. Donc là, on va avoir on va dire des lasures et on va avoir plutôt un phénomène de peau sur le Ouais. bois brûlé qui va protéger du ruissellement, de la pluie, etc. Et ensuite, on a la famille des produits naturels, donc huile de lin, huile de thon. Donc, ces deux huiles-là, moi, j'ai ma préférence pour l'huile de thon parce que l'huile de lin est plus sensible aux bactéries. Donc, les bactéries, sur un, sur un bois brûlé, encore, elles grisent cette huile avec les bactéries. Sur un bois brûlé, vous allez me dire, c'est pas gênant puisqu'il est noir. Mais en fait, c'est le fait que les bactéries colonisent le film de Ok. l'huile de lin, elles le dégradent forcément. Donc, la protection est moins bonne que l'huile de thon. On a fait des tests, notamment avec la plus grande scierie de Suisse, Corba, qui compte parmi mes clients. Et vraiment, la meilleure protection de toutes celles que je vous ai Ouais. citées, c'est l'huile de tongue. Et ça s'explique par plusieurs raisons. D'une part, euh, un produit plastifiant, il va avoir tendance à peler. Donc, au fil du temps, il va y avoir une première petite peau qui va se défaire, et puis ensuite, c'est l'ensemble du bâtiment qui va peler. Et là-dessus, on ne peut rien faire, c'est trop tard. On ne peut pas réintervenir sans dégrader la couche carbonée du dessous. Enfin, c'est vraiment très Ok. compliqué. La deuxième famille de produits classiques, ce sont les résines dures. Ces résines dures, forcément, au bout d'un moment, elles vont soit être abîmées avec les UV, soit elles vont craquer, micro-fissurer parce que le bois, les températures, etc., tout ça, ça va bouger, ça va se fissurer. Alors, des fois, on voit à peine les fissures à l'œil nu. Et après, il va y avoir infiltration. Ça peut même craquer suivant le type de résine et suivant si c'est très gorgé ou si c'est juste pelliculé en surface, si ça fait une croûte. Si ça fait une croûte, on a sur nos essais en Suisse, on a vu qu'une averse de grêle très forte perçait la couche, la croûte dure, et ensuite ben, l'eau passait derrière et lessivait le carbone friable derrière la croûte. Donc Ok. voilà, ça c'est les deux problèmes avec les finitions chimiques catalysées. Maintenant, comment l'huile de tongue, par exemple, réagit sur le bois brûlé? Elle va gorger complètement la couche de carbone. Donc, ça veut dire qu'il faut en passer quand même une certaine quantité. Et cette huile, quand elle va catalyser naturellement, lentement, elle va apporter une sorte de résilience au support, c'est-à-dire que ça va être comme de la gomme. Voilà. Alors, c'est pas aussi mou que du caoutchouc, hein, mais ça apporte une certaine souplesse Ok. à la couche carbonée dans toute son épaisseur. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir 2-3 mm de couche carbonée. Et là, on a vraiment l'importance, c'est de gorger l'ensemble de cette couche-là. Donc, on raisonne plus simplement en mètres carrés, mais aussi en mètres cubes, quasiment, Ouais. en épaisseur. Donc, l'inconvénient de cette huile, c'est qu'elle va mettre plus de temps à sécher, mais dans le long terme, elle va avoir beaucoup plus de résilience, elle ne va pas pelliculer, elle ne va pas croûter, et donc elle va être beaucoup plus efficace dans la durée, pour un prix qui est bien souvent inférieur aux technologies vendues voilà, de résine ou de lasure spéciale Yakisugi, entre guillemets. Voilà, Ok. ça a été vraiment testé. Après, si pour le dernier type de finition, donc le bois brûlé brossé, là, quelque part, on est uniquement sur un effet esthétique, puisqu'on a enlevé la couche de carbone et on a brossé la couche de bois de printemps, la couche de bois souple, pour faire ce contraste blanc-noir. Donc ça marche sur notamment le Douglas ou les sapins. Eh bien là, typiquement, on se retrouve sur un bois qui est quasiment à nu. Il n'y a plus les avantages du bois brûlé. C'est vraiment uniquement un effet esthétique. Donc, on ne peut pas dire que Mhm. ce type de bardage sans aucun traitement peut durer 70 ou 80 ans. Ça, c'est pas Ok. possible. Donc là, effectivement, on va devoir remettre de l'huile régulièrement sur ce type de bardage, de l'huile ou tout autre produit hein, qui aura les avantages et les inconvénients dont j'ai parlé, pour entretenir et essayer de garder cet effet esthétique le plus longtemps possible.
Ok. Est-ce que du coup on retrouve beaucoup cette technique dans l'architecture au travers des bardages? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la fabrication d'objets, d'objets aux formes organiques peut-être, et pas forcément sur une planche droite? Bien sûr, en fait, on peut tout à fait l'utiliser sur des objets neufs ou Ok. dans le cadre d'upcycling, par exemple, hein. Moi, je parle beaucoup à mes clients des monceaux de meubles qui squattent les hangars des Emmaüs en France. Et franchement, alors moi, en tant qu'ébéniste, j'aime bien le contemporain, etc. Mais j'aime bien quand c'est bien fabriqué aussi. Alors c'est sûr que quand je vais dans ces hangars-là, je suis un peu choqué parce que c'est beaucoup de rustique en chaîne, donc c'est pas super avec des finitions très vieillottes. Mm. Voir les petits paysans, le couple, vous voyez, sur les portes, le couple de paysans sculptés, les scènes de chasse. Donc ça, c'est vrai que c'est pas très funky dans un intérieur moderne, mais en le brûlant, Ouais. en jouant avec de la dorure, des teintes. Voilà, on peut redonner vraiment un état d'esprit complètement différent à un meuble qui au départ est lourdingue. Et en plus, on enlève bon, toute la finition qui était pas très propre dessus. On l'assainit s'il y a eu des vers, s'il y a eu des infestations comme ça de bébêtes. Avant de le ramener dans une maison, c'est quand même important. Et quelque part, le feu, c'est purifié, c'est la purification. D'ailleurs, pur en grec, hein, c'est la même racine que le feu. Donc voilà, on fait une sorte de purification et on lui réinvente une vie, un design. On peut couper un buffet de corps en deux et utiliser Ouais. juste la partie. Voilà, il y a plein de choses à faire avec ces meubles-là, qui sont des meubles d'excellente qualité pour la plupart, fabriqués traditionnellement, massifs, tenons mortaise, des panneaux plaqués. Enfin voilà, c'est vraiment de la bonne camelote. C'est juste que ben, c'était plus au goût du jour, donc ça Ouais. squatte les hangars Emmaüs. Donc ça, c'est une possibilité. Après, quand on crée des objets comme vous, Charlène, effectivement, on peut imaginer utiliser la technique du bois brûlé. Donc là, on n'est plus sur le yakisugi utilitaire comme les Japonais l'utilisaient. Moi, j'appelle ça le yaki déco. Voilà. Parce que du coup, c'est cette notion de noir profond ou de nuances de Mm. noir ou de brûlé brossé ou de brûlé brossé teinté qui va être intéressante à exploiter. Ouais. Et là, effectivement, il y a des multiples possibilités qui commencent hein, déjà à être exploitées depuis quelques temps. Moi, j'ai des amis et collègues, hein, artistes du bois, qui utilisent la technique du bois brûlé dans leurs sculptures, notamment depuis plus de 20 ans, 30 ans. Je pense à Christophe Nançay, Laurent Guillot ou Benoît Verly. C'est vraiment des artistes contemporains qui sont reconnus pour leur savoir-faire et leur créativité et qui utilisent le feu dans leur processus créatif depuis très longtemps. Ok, donc là, pour des objets vraiment qui vont être manipulés, on va être obligé effectivement de mettre une finition à l'huile de tongue, par exemple, pour pas qu'il y ait cette salissure du bois brûlé en surface. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour des objets qui sont manipulés très, très souvent, mettons par exemple une table basse, on va dire un plateau de table basse. Si Ouais. vous voulez avoir un plateau de table basse avec un effet craquelé, vous serez obligé de passer par des produits chimiques. Alors moi, dans ma pratique, je me dis, OK, si le plateau est trop fragile pour être utilisé, pour avoir sa fonctionnalité, ben, je m'abstiens de faire un plateau Ouais. je le noircis éventuellement, mais je ne fais pas un craquelé avec un brûlé super profond. Voilà, j'adapte la technique à la fonctionnalité de l'objet. Ça, c'est important. Et ça évite de vouloir trop... bah justement, c'est un peu ça, les dérives du monde moderne, c'est qu'on peut tout faire. Donc, on se permet de tout faire. Mais en fait, non, il y a des règles. La règle, c'est si c'est soumis à une abrasion forte comme un plateau de table, eh bien, on ne fait pas quelque chose qui est friable, quitte à mettre des produits chimiques dessus pour le rendre plus dur. C'est une Mhm. hérésie. Ce n'est pas adapté. Voilà. Il faut On n'a choisir pas la encore bonne fait de technique. voiture à deux roues parce qu'on pourrait faire une voiture à deux roues. Ben non, on fait des voitures à trois, quatre roues, mais pas à deux. Même si techniquement, ça pourrait être faisable. Oui, Mais oui. c'est une hérésie. Voilà. Il faut Donc, choisir la bonne technique. exactement, il faut adapter la technique en fonction de l'esthétique recherchée et de la fonctionnalité de l'objet.
Ok. Est-ce qu'il y a des normes du coup par rapport au brûlage du bois? Est-ce qu'il faut brûler par exemple 2 centimètres pour que ce soit réellement protégé? Ou il n'y a pas encore de normes qui sont vraiment écrites là-dessus? Voilà, il n'y a pas encore en 2022 de normes, eh ben, la profession en fait ne s'est pas encore structurée. C'est ça la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'industriels ont fabriqué leurs propres fours, ont cherché pendant parfois des mois, des années à améliorer leur processus de fabrication. Et donc, ils se renferment sur eux-mêmes pour dire c'est mon petit secret, je veux en parler à personne. Moi, j'ai des clients comme ça, hein, je vois leurs fours, j'ai pas le droit de les prendre en photo. Alors, d'un côté, je comprends, et d'un autre côté, je me dis, vous limitez les possibilités d'évolution et de dispersion de cette technique-là. Parce que vous n'imaginez pas ce que votre voisin peut vous apporter. Vous êtes là en mode genre, si je donne, je perds. Alors que moi, en tout cas, avec Soleco, c'est pas du tout ma philosophie. Et je donne beaucoup et je reçois beaucoup. Et Oui. finalement, je reçois aussi de ces industriels-là puisque je leur donne tout ce que je sais. Et Pour donc, s'enrichir en leur aussi des donnant autres. ça, ils m'enrichissent également. Et si on veut pouvoir prescrire du bois brûlé dans des chantiers publics, par exemple. Il faut une DTU, il faut des directives techniques, il faut des Ouais. tests spécifiques, il faut que le CSTB ait validé la résistance au feu d'un bâtiment, etc., etc. Il faut une normalisation. Et ça, si on n'accepte pas de livrer un peu des informations, on ne peut pas créer une normalisation de l'activité. Plus on est restreint, moins le marché peut se développer. Donc ça, voilà, on a la solution. Maintenant, c'est à toute la profession C'est ça, ça se d'en fera peut-être emparer. petit à petit. Oui, ça avance petit à petit, hein. Mais peut-être qu'il ne faut pas attendre 30 ans pour structurer ça, parce que là, je sais que j'accompagne aussi des jeunes entreprises dans le bois brûlé à se lancer, etc. Si on ne structure pas et si on ne développe pas le marché, on va se retrouver que sur des marchés de particuliers, des petits marchés, des petits volumes. Je sais qu'en Suisse, mon client suisse, il a réussi à convaincre l'administration suisse d'acheter ce type de revêtement en bois brûlé et il livre des très, très gros chantiers en bois brûlé, donc des milliers de mètres carrés. Alors voilà, si on veut arriver à ça également en France, eh bien, il faut discuter avec les pouvoirs publics, il faut les convaincre de normaliser et de se rendre compte de toute la qualité, de tous les avantages Mm. de ce type de revêtement. De valoriser aussi cette technique pour la partager aux autres et pour la transmettre. Voilà. Et créer éventuellement une filière d'apprentissage, etc., liée à cette technique-là, à sa mise en œuvre. Ok, c'est vrai qu'en plus, à l'origine, c'est le matériau utilisé pour les bardages des maisons. Pourquoi est-ce que c'est devenu aujourd'hui en Europe un matériau de luxe? Est-ce qu'il y a une raison? La raison principale, c'est, alors aujourd'hui, on est dans un contexte particulier, on a une hausse énorme du coût de la matière première, hein, du bois. On a un gros patrimoine forestier qui est extrêmement mal valorisé. On a de moins en moins de scieries. Les scieries aujourd'hui sont débordées parce qu'il y a eu vraiment de nombreuses scieries qui ont fermé dans les 30 dernières années en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dépendant. C'est marrant parce que il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler le bois, on exploitait beaucoup les forêts du Gabon, de Côte d'Ivoire, etc., pour aller chercher du bois. Et on achetait le bois brut, on achetait donc les troncs, et Ouais. puis on les ramenait sur les bateaux, on les sciait. Moi, j'étais à Nantes, il y avait sous le pont de Cheviré, au bord de la Loire, un énorme parc à bois. Je disais, il y avait une forêt tropicale qui est allongée sous le pont. C'était vraiment ça. Et donc, il y avait une scierie, il y avait des scieries partout et des séchoirs, etc. Enfin, le bois était scié. Moi, je me souviens au début de mon activité en 2002, je pouvais commander donc un tronc et le faire débiter. Alors, à l'époque, je prenais même du bois tropical, hein. Donc ça, je ne le fais plus depuis très longtemps. Mais je me souviens avoir commandé des troncs de Wenge, par exemple, un bois noir qui est magnifique. Et je demandais les plateaux, les épaisseurs de plateaux. Je pouvais faire un sciage complet selon mes besoins. Et donc, j'avais exactement le nombre de plateaux que je souhaitais dans les épaisseurs que je souhaitais.
Ça, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué à avoir. Et on se retrouve à vendre, par exemple, des troncs de chêne. Et on devient les Angolais des Chinois, quoi. C'est ça le délire. Donc, on envoie des troncs de chêne magnifiques aux Chinois qui nous le renvoient en parquet. Et on se dit, bah, si c'était juste pour couper des bouts de bois et le faire sécher, à un moment donné, c'est pas non plus, enfin, vu le niveau de machinerie qu'on a en Europe, c'est nous qui fabriquons les machines à bois qu'on envoie là-bas et on leur envoie la camelote. Et c'est juste les Chinois qui nous manquent pour couper le bois. Bah, je suis pas sûr parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pourraient le faire encore en France. Donc voilà, la filière est complètement déstructurée et du coup, ça fait monter les coûts de production. Ok. Et en plus, il y a à la fois un effet de mode et une complexité. La réalisation ça paraît très simple, mais dans le cadre d'un processus industriel, pour avoir tout le temps le même niveau de brûlage sur un lot de bois, c'est pas si évident que ça. Donc aujourd'hui, oui, c'est devenu vraiment un produit de luxe. Alors il y a une Ok. alternative, c'est de le faire soi-même. Totalement, parce Là, que on ça peut être économise énormément. effectivement, parce que la technique peut se pratiquer plus artisanalement avec la technique à la cheminée sur lit de braise, et puis Hmm. plus industrielle avec le chalumeau et les fours notamment. Est-ce que, selon vous, ce déplacement vers une production industrielle, ça symbolise une innovation de la technique, ou au contraire, ça correspond, on se détache en fait, est-ce qu'on se détache des valeurs de l'origine de cette technique? Alors, quelles sont les valeurs à l'origine? C'est peut-être là la question. C'est le bardage du pauvre au Japon. Enfin, c'était le bardage du pêcheur qui voulait protéger sa maison pour pas cher, sans peinture, et voilà, qui avec juste un petit peu de paille pouvait protéger en brûlant son bois. Donc, c'est nous qui mettons, je pense, les Occidentaux qui mettons une philosophie derrière ça. Hein, c'est comme si les Japonais venaient voir vous savez, les corps de ferme dans des granges, par exemple en montagne. Je sais que ça se fait en montagne, qui sont noircis avec non pas du feu, hein, mais de l'huile de vidange. Et je sais pas, il y a un couple de Japonais industriels qui se baladent, euh, on va dire, dans les Alpes et qui voient une grange avec une porte magnifique recouverte d'huile de vidange du tracteur. Ça protège très bien le bois, mais c'est dégueulasse. Donc, ils se passionnent pour ça, ils disent, waouh, vieille technique des Alpes, on va importer ça au Japon. Et ils Ok. s'imaginent, ils commencent à fantasmer, en train de se dire, oui, alors les paysans des Alpes, les éleveurs de brebis des Alpes ont une vieille technique qui tiennent de leur arrière-grand-père. Le premier à avoir acheté un tracteur, c'est de badigeonner l'huile de vidange sur les... En fait, voilà, non, c'est juste une technique Ok. du pauvre comme une autre. Donc, voilà, nous, on met une histoire là-dessus. L'histoire, elle est pragmatique au Japon là-dessus. J'ai pas Ouais. vu de... Et même les Japonais n'en ont rien à faire de cette technique-là. Pour eux, il n'y a pas de question là-dessus, sur le bois brûlé. Même le designer japonais, l'architecte, comment il s'appelle, qui a utilisé le bois brûlé, j'ai oublié, Ah, Terunobu oui, Fujimori, voilà, j'ai retrouvé son c'est nom. ça, oui. Il a utilisé pas mal le bois brûlé dans ses œuvres. Quand on lui Tout demande à fait, oui. ce que représente le bois brûlé pour lui, ben rien. Et il aurait mis de la peinture que c'était pareil. Pour lui, c'est pas ça. Ça symbolise rien dans son œuvre, en fait, ce bois Ok. brûlé. C'est vraiment juste, voilà, il avait pas de peinture, il a fait du bois brûlé, quoi. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'histoire. C'est nous qui appliquons Ok. tous nos fantasmes du Japon dans cette technique-là. Euh, voilà ce que je peux en dire, à mon avis. Hein. Tout ça, ça reste mon humble avis. Hein. Mais bon, je me suis bien penché sur la question. Mais si des personnes pensent le contraire, et elles ont tout à fait le droit, bah, elles peuvent mettre des commentaires, etc., au pied de la vidéo. Je serais ravi de discuter avec elles et d'écouter leurs arguments. Oui, parce que c'est vrai que cette technique, elle porte un peu aussi autour de la philosophie du wabi-sabi au Japon. En tout cas, c'est ce qu'on en dit par rapport à ça. À quoi ça correspond, cette philosophie japonaise?
Alors, le wabi-sabi, c'est l'acceptation du temps qui passe, de la patine sur les choses. Et c'est à la fois très poétique et aussi très pragmatique. Mais c'est vraiment une complète vision, un rapport au monde qui est extrêmement différent du rapport au monde occidental. C'est pas une résignation, pas du tout. C'est d'accepter que les choses changent. Et en regardant plus finement le temps qui passe, c'est par exemple trouver un visage avec des rides beaucoup plus beau qu'un visage refait. Voilà. C'est voir que sur un meuble, bah, il y a des petites griffures ou des petites imperfections qui sont arrivées avec le temps, qui racontent une histoire autour de ce temps long dans lequel ce meuble s'est inscrit. Donc effectivement, le wabi-sabi, c'est lié à la philosophie, là, pour le coup, et toute la culture traditionnelle japonaise. Et c'est vient en opposition à notre volonté farouche en tant qu'occidental de maîtriser notre environnement, Mm. de maîtriser le temps, de maîtriser l'espace, de maîtriser toutes les dimensions en fait qui nous régissent. Et donc voilà, c'est pour ça en fait qu'on est, moi j'appelle ça le mythe de Sisyphe. On a des produits de protection du bois, on recommence éternellement les mêmes conneries quoi. Alors on va mettre une lasure, 3 ans après on reponce. Typiquement, on va prendre l'exemple, j'adore prendre cet exemple-là, des tables de jardin, etc. Donc, on va passer un premier week-end à poncer, un deuxième week-end à faire les 2 ou 3 couches de produits dessus. Tout à fait. Et puis, on va en profiter un petit peu pendant la saison. On va pas le protéger l'hiver suivant. Et puis, 2 ans après, rebelote, on est obligé de reponcer. Donc, quel est le plaisir là-dedans? Voilà. On a essayé parce qu'on veut absolument que la table en teck, elle ait la couleur d'origine du teck. Et quand c'est gris, le gris, c'est pas beau. Le gris, c'est mal. Le gris, ça veut dire que vous n'avez Mm. pas pris soin, vous n'avez pas mis du produit. Et alors? Le tech gris, c'est magnifique. Ouais. C'est Le réellement tech une gris, c'est perception magnifique. différente Voilà, entre c'est l'Europe et le ça. Japon aussi. Est-ce qu'on n'aurait pas à s'enrichir aussi de ces cultures pour changer notre propre vision des objets? Là, Charlène, vous prêchez un convaincu, hein. Moi, j'adore m'ouvrir aux cultures du monde entier. Ouais. Toute ma vie, c'est ça. J'ai aussi beaucoup voyagé et j'ai vécu dans des villages africains quand j'étais adolescent, chez les Indiens d'Amazonie. Donc, tous ces gens-là, ils m'ont appris leur rapport aussi à, à la nature, comment ils s'intègrent dans le temps long, sur des générations, dans un espace naturel donné, qui, nous, quand on arrive, nous paraît extrêmement hostile et qui, quand on apprend à vivre comme eux, nous paraît extrêmement riche et protecteur et nourricier. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est un gros shift. Alors aujourd'hui, malheureusement, la plupart de ces populations-là, même si elles ont gardé une structure traditionnelle, sont menacées par plein de dangers, bien plus que nous dans nos villes. Et ça me fait vraiment de la peine. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de vivre avec elles et qu'elles m'enseignent leur sagesse euh, millénaire d'adéquation avec la nature et de nous, ce qu'on appellerait du dénuement, eux, c'est leur richesse. Par exemple, quelque chose qui stresse beaucoup les gens ici, c'est d'avoir un frigo vide. Un frigo vide, c'est un bon signe. C'est que vous n'avez rien gâché et c'est que vous avez tout mangé. Et c'est OK. Il n'y a pas de frigo là-bas, que ce soit en Guinée-Bissau ou dans le fin fond de la Guyane où j'étais. Il n'y a pas de frigo. Le matin, on se réveille, il n'y a rien. Eh ben, on y va. On va pêcher, on va chasser, on va ramasser des fruits ou des légumes, chercher des fruits et des légumes dans la Mm. bâtie ou dans la forêt. Et la terre nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre. Des fibres pour faire des hamacs, Ouais. ou du coton, ou de la nourriture, des poissons, il y a tout. Et ces gens-là travaillent bien moins que nous pour remplir ce satané frigo. C'est Et un mode de voilà, vie à peu totalement près, différent, hein. exactement. Donc, cette ouverture aux cultures, elle permet de relativiser, de s'enrichir et de comprendre, d'essayer d'abandonner nos biais cognitifs qui sont liés à notre éducation pour vraiment être plus heureux et trouver des biais. Voilà. Et c'est pas de se dire, ben, un meuble, ça se finit en 2 couches de polyuréthane au pistolet et basta, quoi. Il n'y a pas d'autre solution.
Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'être entouré d'objets à usage unique et on a l'habitude de les consommer, de les jeter directement, alors que cette technique, elle peut permettre une durabilité du produit. Est-ce qu'elle peut aussi permettre de faire évoluer ce rapport avec l'objet, qui sera sûrement plus durable également? Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette tendance, mais depuis que j'ai commencé dans les métiers d'art il y a 20 ans et aujourd'hui, les clients ont changé énormément. Ouais. Les clients aujourd'hui, ils sont plus en recherche d'une expérience que d'acheter quelque chose. Et on a mis très très longtemps avec Sophie, mon épouse, à comprendre ce paradigme. En fait, aujourd'hui, et ça c'est plutôt une bonne chose de la tendance, c'est que les gens cherchent des expériences au lieu de collecter un maximum d'objets. C'est pas vrai pour tous les objets. Il y a les objets, notamment tout ce qui est technologique, etc., qui sont très addictifs et les gens ont tendance, voilà, à avoir plusieurs téléphones chez eux, même s'ils n'utilisent pas ou des choses comme ça. Mais pour la plupart, par exemple, le secteur du meuble est en en grand changement actuellement. Et puis également tout ce qui est décoration. Voilà. C'est des budgets qui se rétrécissent et les gens cherchent autre chose. Donc, c'est cette idée d'avoir une expérience plutôt que d'avoir un objet qui est intéressante. Alors, comment, par exemple, dans le design d'objets qui vous intéresse, on peut intégrer cette tendance pour quand même proposer quelque chose de physique, un objet physique au marché? Eh bien, pour moi, l'idée qui va être vraiment cruciale dans les temps à venir, c'est de proposer un objet avec expérience. C'est-à-dire, par exemple, l'upcycling. On peut organiser des journées de recyclage Ouais. d'un meuble. Chez Emmaüs, j'en ai déjà fait une dans une recyclerie comme ça, et on a pris des meubles de la recyclerie qu'on a brûlés, qu'on a teintés, qu'on a bidouillés. Et à la fin, en fait, les gens ont trouvé même une panière bête en Mm. pain. Les gens sont repartis, l'ont achetée à la recyclerie parce qu'elle était complètement transformée et qu'ils avaient eu le coup de cœur. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'ils avaient passé la journée à la choisir, à la brûler, à la teinter, etc., etc. Ils avaient vécu une vraie expérience. Donc ça transforme le rapport à l'objet. Et du coup, si ça met une charge émotionnelle nettement supérieure dans l'acquisition de cet objet, puisque vous avez agi dessus. C'est plus une question de finance, c'est plus une question de waouh, cette table du designer italien, elle est incroyable, elle est à 3500 balles, je vais me saigner pour l'acheter. Non, c'est autre chose. C'est cette expérience m'a beaucoup plu, m'a beaucoup marqué parce que j'ai agi, j'étais acteur de ce temps fort. Et du coup, ben, cet objet, je le garde parce qu'à chaque fois que je le vois, que je l'utilise, eh bien, ça me rappelle ce bon moment que Mm. j'ai passé à le transformer. Et cette interaction avec la matière, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens ont besoin de se reconnecter à la nature en plantant des arbres et au savoir-faire traditionnel. Et ça, c'est vraiment une compétence du futur parce que aux enjeux qui sont ceux du monde aujourd'hui, je suis persuadé que plus on saura faire plus on maîtrisera des savoirs traditionnels. Ça peut être même, comme on parlait des hamacs, savoir faire un hamac avec des fils je sais pas quoi, une fibre végétale, eh bien, ça rassure et ça permet de lutter contre le stress de l'évolution, du changement climatique, de tous les chaos en ce moment qui submergent le monde, bien que le monde n'ait jamais été aussi sécure. Hein. Faut pas non plus. Hein, on est beaucoup moins en danger qu'au néolithique. faut, faut relativiser ça. Mais voilà, on reçoit beaucoup. En tout cas, ceux qui écoutent vraiment les infos régulièrement reçoivent beaucoup d'informations négatives. C'est très anxiogène et c'est que des choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir alors que le fait de savoir transformer la matière, ça vous donne un pouvoir, et ça, c'est structurant, c'est rassurant, et ça donne du plaisir. Donc c'est, je pense, dans ce paradigme entre proposer un objet peut-être semi-fini avec Ouais. expérience à la clé. Ok, c'est vrai qu'on on retrouve un réel regain d'intérêt pour l'artisanat, le savoir-faire, le fait main, autour du geste aussi. C'est pas seulement une simple tendance, je pense que c'est un réel changement profond de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, oui, si on regarde, je vais être peut-être un petit peu piquant là-dessus, mais si on regarde certains magazines de déco, etc., on va dire, waouh, c'est génial, on met en valeur le geste.
Mais en fait, on le muséifie un petit peu, moi, je trouve. Et dans le fond, les personnes qui vivent de ces gestes-là vivent de plus en plus mal. Et ça m'attriste. Mes collègues des métiers d'art galèrent de plus en plus pour vivre tout simplement, puisque on aime leurs gestes, mais personne ne leur achète l'objet final. Vous voyez? On est Mm. toujours dans ce paradigme. Ouais. Donc, tant qu'ils ne proposent pas d'expérience et de changer un petit peu l'offre qu'ils ont pour leur public, eh bien, ils vont rester avec leur stock. Donc, les gens affluent dans certains salons, pas tous, hein, mais voilà, il y a quand même toujours un. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un regain. Il y a eu plus de visiteurat, par exemple, dans les salons métiers d'art il y a peut-être 15 ans ou 20 ans qu'aujourd'hui. Il y avait aussi moins d'offres à l'époque, hein. Ça c'est clair et net. Donc moins de distractions, moins d'offres. Donc il y a plein de raisons qui expliquent ça et pas qu'une désaffection soudaine pour les métiers d'art. Mais franchement, ceux qui aiment les métiers d'art, ceux qui aiment les gestes, ils doivent soutenir ceux qui les font. Donc ça passe par des collections, ça passe par Mm. l'achat, ça passe par le soutien. Si vous voulez pas acheter un objet, mais que vous appréciez l'artisan, que vous aimez son geste, vous pouvez lui offrir un café, lui faire une donation, peu importe en fait. Voilà. Mais vous le soutiendrez réellement, même si vous n'avez pas la place ou vous ne voulez pas encombrer votre maison. Il y a d'autres manières de faire, mais il faut le faire parce que sinon, effectivement, ça met toujours ses gestes en péril. Mm. Et peut-être que le design aura un rôle à jouer pour répondre justement à cette question de proposer une expérience aux usagers à travers un objet de design. Alors, le design. Donc, c'est là, du coup, on scinde la partie pensée, la partie j'imagine l'objet, de la partie faire. Ouais. Les artisans d'art n'ont jamais eu besoin de designer. Je vais te dire avec vous, hein, Charlène, mais c'est un fait. Les artisans d'art, tous ceux que je connais, ils n'ont pas besoin Ouais. de designer. Ils se débrouillent tout seuls de A à Z. Et bien souvent, l'avantage qu'ils ont par rapport à un designer, c'est qu'ils connaissent les limites de la matière. Et ça, c'est, je pense, une grosse lacune dans la formation design, c'est qu'il n'y a pas assez d'heures de pratique pour vous permettre, vous, en tant qu'étudiant dans le design d'objets ou quoi que ce soit, de connaître les process industriels ou les process artisanaux qui permettent de passer d'une matière brute à un objet fini. Comment, typiquement, nous, on a eu plein de questions de designers au cours de notre carrière qui voulaient faire des projets en bois et en verre. Voilà, on était les seuls à travailler vraiment ces deux matières-là ensemble. Et déjà, on nous demandait, bah, vous faites plutôt du bois ou plutôt du verre? Parce qu'il faut choisir, hein. C'est bois ou c'est verre, c'est pas les deux, hein. Et ensuite, on nous disait, alors oui, j'ai un projet, je vais mettre du bois avec du verre comme ci, comme ça. Je leur dis, ben, ça ne tiendra pas, c'est pas possible. Ah bon, mais pourquoi il n'y a pas d'école? Bah, d'école, si, il y en a plein, mais école durable avec les contraintes que vous m'annoncez, ça n'existe pas. Ah bon, ouais, d'accord. Et ça, c'est dommage, c'est un manque de culture à la fois technique Ouais. et de se confronter à la matière aussi le plus souvent possible. Donc, le designer peut proposer une expérience, il peut proposer un design, mais au final, il a toujours besoin de passer par Mm. l'étape faire, qui est soit une usine, soit un prestataire, enfin, voilà. Donc, le design tout seul ne peut pas grand-chose, à part faire des Ok. dessins hein, et des vues 3D, des trucs super. Mais à part faire un portfolio, le designer tout seul, il ne fait rien. Il a besoin Parfois de toute une chaîne. en collaboration parfois avec des artisans, où là vraiment on vient enrichir le projet par des connaissances Hmm. spécifiques, quoi. Voilà. L'artisan d'art n'a besoin de personne. Par contre, le designer a besoin d'une chaîne derrière lui. S'il n'a pas lui-même les connaissances, parce qu'on peut très bien être designer Oui, et maîtriser un sujet bien sûr. technique sur le bout des doigts. Ça, c'est tout à fait possible. On peut commencer par des études de design et aboutir dans un atelier d'art. Totalement. Donc moi personnellement, j'ai terminé avec mes questions. Peut-être parler de votre livre, Est-ce que qu'est-ce que vous voulez partager au lecteur en écrivant sur ce sujet? Eh bien, je pense que la première chose que je veux expliquer, et ça revient vers le wabi-sabi, les différences de culture, j'ai envie de démystifier et de casser un peu les mensonges autour du bois brûlé qui dure 100 ans, que ça bouge pas, qui a besoin d'aucun entretien, etc.
En fait, je veux juste que les gens ils soient au clair avec ce qu'est réellement le bois brûlé et quelles sont ses limites, quels sont ses avantages, et qu'il y ait une information à charge et à décharge, en fait, tout simplement. Mais je veux aussi que ce bouquin, ce soit la base de l'inspiration de plein de projets, que ce soit de l'autoconstruction ou des gens qui ont les moyens de faire appel à un architecte et à des entreprises spécialisées dans le bois brûlé, mais que ça puisse nourrir leur réflexion en amont de leur projet. Donc ça, c'est pour la partie architecture. Et mon deuxième cheval de bataille, c'est vraiment de travailler sur le bois brûlé, donc en yaki déco, pour de l'upcycling, pour donner voilà, une seconde vie à un objet, et pour tout un tas d'expériences qu'on pourrait faire, puisque moi aujourd'hui, mon but, c'est pas de fabriquer pour vendre, c'est vraiment d'inspirer pour que les gens fassent par eux-mêmes. Et ça, Mm. j'adore ça. Donc, c'est cette passion de la technique et du faire qui m'anime et que j'aimerais mettre au cœur de ce livre. Et ce sera d'abord un livre hybride, hein, qui sera plutôt une version numérique avec enrichi de vidéos, d'interviews, etc., avant d'être un vrai livre papier comme on l'entend habituellement. Tout ceci juste pour aller plus vite, pour être plus efficace, parce que j'ai énormément de projets sur la table. J'ai beaucoup d'énergie, mais j'ai beaucoup de projets aussi. Donc voilà, j'ai pas envie de perdre du temps pendant 6 mois à chercher un éditeur. Je préfère lui montrer ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que j'avais en tête pour qu'ensuite on puisse définir des précommandes d'un marché et vendre ce livre de manière plus traditionnelle ensuite. Voilà l'idée. Et puis aussi de trouver peut-être une troisième voie entre le livre numérique pur et le livre papier, donc avec cet enrichissement vidéo, donc en plus du texte et des photos. Voilà un peu ce que j'ai envie de faire avec ce livre sur le bois brûlé. Ok, ça a l'air très intéressant, d'autant plus qu'on trouve aucun ouvrage qui traite de cette technique, donc ce sera l'occasion de faire la lecture complète par rapport à ce C'est ça, sujet. exactement. Voilà, donc moi j'en ai terminé avec mes questions et sur mes recherches. Je ne sais pas si vous avez des questions aussi à me poser. Écoutez, Charlène, moi je suis ravi d'avoir fait votre connaissance et d'avoir discuté avec Je vous. suis ravie également. Ça permet toujours aussi de clarifier. Les interviews, c'est important, ça permet de clarifier sa pensée et d'aller encore plus loin parce que j'aime aussi réfléchir en parlant. Et donc, vous m'avez donné l'occasion de pouvoir développer tous ces thèmes-là C'est ensemble super. aujourd'hui. Et donc, j'espère que ça apportera aussi pas mal de réponses à des questions que tous ceux qui vont visionner cette vidéo peuvent se poser. Voilà, c'était mon but aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlène, et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre échange. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette discussion avec Charlène. Et si le sujet du yakisugi vous passionne, cliquez dans la description afin d'être informé en premier de l'avancement de ce bouquin sur le yakisugi en préparation. Maintenant, il est temps pour vous de vous abonner à cette chaîne en activant la cloche et puis laisser un pouce sous cette vidéo. Je vous rassure, c'est pas pour mon ego, mais c'est pour permettre à cette vidéo de toucher plus de monde. Et on arrive enfin à cette fameuse déclaration que je devais vous faire. Je l'avais prévenu en début de vidéo. Et donc, voici ce que j'ai à vous dire. C'est extrêmement important, ça me touche, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Et je m'engage aujourd'hui devant vous à planter 1 million d'arbres dans les 5 ans, à la fois en France, mais aussi dans d'autres pays. Alors, pourquoi planter des arbres? Tout simplement parce que planter un arbre, c'est un acte simple et fort pour agir concrètement contre le changement climatique. Et vous avez ce pouvoir, j'ai ce pouvoir. Donc, je m'engage à planter ces millions d'arbres et à vous aider à planter des arbres. Donc, que vous soyez un particulier, que vous soyez dans une entreprise ou que vous représentiez une collectivité, j'ai des solutions à vous proposer. Et je crée cette nouvelle plateforme qui s'appelle I Have a Tree, ihaveatree.org. Donc, vous pouvez joindre ce site et vous allez trouver des informations pour vous aider aussi à développer des projets de plantation à la fois en France et ailleurs, parce que c'est vraiment une urgence climatique. C'est pas juste une question de yakisugi, mais moi je suis persuadé que en étant dans l'action, cette action de planter un arbre, ça permet de réduire le stress et d'être plus heureux. Donc, agissons maintenant pour demain avec hihaveatree.org et je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la maison dans les bois. À bientôt. Bye bye.